Un mardi, une tornade frappa le ranch Sterling. Anna Kowalski se tenait au milieu des débris de la grande grange, son accent polonais alourdi par la panique tandis qu'elle criait des ordres aux ouvriers. Le sang traversait la chemise de Jake Sterling, blessé à l'épaule par une poutre, mais son regard n'était pas tourné vers sa plaie, il était fixé sur elle. 4 mois plus tôt, Anna n'était qu'une domestique silencieuse, prudente, presque invisible. À présent, elle dirigeait ses hommes avec une assurance surprenante, ses cheveux fouettés par le vent, sa robe déchirée et maculée de boue, et pourtant elle rayonnait. Agenouillée près de lui, elle pressa un tissu contre sa blessure. « Tu as besoin d'un médecin », dit-elle d'une voix tremblante. Il saisit son poignet. « Ne me quitte pas, Anna. » Elle détourna les yeux. « Tout le monde parle, ils disent que je ne suis pas à ta hauteur. » Sa réponse fut rauque, marquée par la douleur et une tendresse sincère. « Qu'il parle. Tu es la femme la plus forte du Wyoming. » Mais déjà, l'ombre des scandales et des règles sociales menaçait de briser ce qu'ils avaient construit. Leur histoire avait commencé bien plus tôt, au printemps 1889, dans la vallée de Powder River. Jake, veuf depuis 4 ans, vivait entre ces terres immenses et le silence de sa maison. Ses mains, capables de bâtir un empire de 8000 acres, avaient oublié la douceur. Anna, timide, à l'anglais maladroit, cuisinait comme un ange et s'effaçait presque en nettoyant. Il la remarqua réellement un soir d'orage, la trouvant dans la cuisine, pétrissant du pain au milieu des éclairs. Elle lui confia, la voix brisée par l'accent et le souvenir, qu'un incendie à Chicago lui avait pris sa famille. Jake, bouleversé, lui parla de sa propre femme disparue, incapable de dormir et cuisinant elle aussi. Ce fut un premier pont entre leur solitude. Dès le lendemain, il trouva une tarte aux pommes sur sa table, un goût de pardon. Peu à peu, il l'invita à partager ses repas, lui demanda de lui parler de la Pologne, et leurs mains finirent par se frôler sans se retirer. Quand une fièvre l'alita en juillet, Anna veilla sur lui nuit et jour, changeant ses linges, lisant de vieux journaux, lui murmurant qu'elle resterait. La façon dont elle prononçait son nom devint pour lui une prière. Lorsqu'il guérit, plus rien n'était comme avant. Mais Jake était un notable, et Anna restait la servante aux yeux du comté. Les commérages commencèrent. On remarqua qu'elle portait désormais de la soie, qu'elle marchait avec assurance. Les femmes chuchotaient, les hommes la dévoraient du regard. Jake lui proposa de cacher leur relation, mais elle refusa. « Tu as honte de moi ? Jamais. Mais ce territoire a ses règles. Ce n'est pas la Pologne, Jake, c'est le Wyoming, la terre des libres. » Le bal de la grange, en août, marqua un tournant. Pour la première fois depuis l'enterrement de Martha, Jake s'y rendit, Anna à son bras dans une robe émeraude. Le silence se fit quand ils entrèrent. Des hommes vinrent l'inviter à danser, certains respectueux, d'autres plus pressants. Tom Brennan, riche propriétaire, l'enlaça trop étroitement. Doucement, Tom lança Jake. Le mot « domestique » prononcé par Brennan tomba comme une insulte. Anna sortit prendre l'air, persuadée qu'ils vivaient dans 2 mondes différents. Jake la rejoignit et sous la lune, déclara enfin « Tu n'es pas ma servante, tu es la femme que j'aime. » Elle répondit que jamais elle n'avait connu un homme aussi bon. Leur premier baiser scella ce qu'aucune règle sociale ne pouvait effacer. Mais au matin, les conséquences tombèrent. Le maire, un juge, un banquier et d'autres notables se présentèrent à cheval devant la maison. Ils exigèrent que Jake rompe avec Anna pour préserver la respectabilité du futur État. Sa réponse claqua comme un fouet, 10 secondes pour quitter sa propriété. La menace était claire, s'il continuait, il perdrait son rang. Ce soir-là, Anna entra dans son bureau, les yeux noyés de larmes. « J'ai entendu. Je pars demain. Tu trouveras une épouse convenable. » Jake se leva d'un bond, renversa sa chaise et la saisit par les épaules. « Tu crois que je me soucie d'eux ?» Peu importait ce que pensait la ville. Pour Jake, le seul foyer qu'il reconnaissait désormais, c'était Anna. Quand elle leva les yeux vers lui, ses larmes brillaient, mêlées d'espoir et d'amour. Sans répondre, il l'embrassa avec la fougue de 4 années de solitude, la souleva et la porta jusqu'à sa chambre, son corps pressé contre le sien. Mais alors que la passion les emportait, un vacarme venu de l'extérieur brisa l'instant. Des cris, du bois qui craquait, des bêtes affolées. Le feu avait été mis à l'enclos de son taureau de concours, symbole de sa fierté. À l'aube, l'animal gisait, étouffé par les flammes, et une note glaçante attendait « Renvoie la fille ».
Anna, bouleversée, voulut s'en aller seule pour lui éviter d'autres pertes, mais Jake la rattrapa et la serra contre lui malgré ses protestations. « Tu m'apportes tout ce qui compte », lui dit-il avec une force qui la fit céder en larmes. 2 semaines plus tard, la nature s'acharna encore, une tornade fondit sur le ranch. Alors qu'elle pendait du linge, Anna aperçut cette colonne noire avalant la prairie. Le vent arracha la toiture de la grange et un madrier frappa Jake, l'écrasant au sol. Dans le chaos, Anna trouva la force de commander les hommes, imposant ses ordres avec une autorité nouvelle. 3 jours plus tard, Jake rouvrit les yeux à l'infirmerie, le crâne bandé, et la première chose qu'il vit fut le visage épuisé mais rayonnant d'Anna. Lorsqu'il lui demanda de l'épouser sur le champ, malgré sa commotion, elle comprit qu'il était plus lucide que jamais. Le lendemain, ils s'unirent dans le bureau du juge Morrison, le même qui avait tenté jadis de les séparer. Elle portait sa robe verte, lui son costume dominical marqué d'un pansement, et même la sévère épouse du juge dut s'essuyer les yeux à la vue de leur baiser. Les années passèrent. Au printemps 1890, Anna, désormais Madame Sterling et enceinte, observait depuis le porche reconstruit son mari au travail. Sa boulangerie, d'abord boycottée, était devenue la plus fréquentée du comté. Ses pâtisseries avaient vaincu les préjugés. Jake, élu à la première législature du Wyoming, l'entoura de ses bras et elle plaisanta, se sentant lourde comme une baleine mais heureuse. Ils avaient traversé les flammes, les tempêtes et les jugements, mais la terre qui les avait mis à l'épreuve leur offrait enfin paix et prospérité. Ensemble, ils regardèrent le soleil disparaître derrière les collines, conscients d'avoir bâti leur foyer sur l'amour, le courage et la dignité, et qu'aucune adversité n'aurait jamais pu briser cela. Le vent du Wyoming caressait les plaines, apportant avec lui l'odeur âcre de la terre labourée et des herbes nouvelles. Sur le porche fraîchement reconstruit du ranch Sterling, Anna berçait son ventre arrondi de 8 mois, un sourire fatigué aux lèvres. Ses doigts, encore tachés de farine du matin, effleuraient distraitement le bois poli de la balustrade. En bas, Jake donnait des instructions aux ouvriers, son chapeau incliné pour se protéger du soleil. Il avait changé. Ses épaules restaient larges, ses gestes fermes, mais dans ses yeux persistait une lumière qu'Anna n'y avait jamais vue avant leur rencontre. La certitude d'appartenir à quelqu'un et que ce quelqu'un donnait un sens nouveau à son monde. Quand il leva la tête vers elle, Anna sentit son cœur s'emballer malgré le poids qui alourdissait son corps. Elle n'était plus la servante polonaise, murmurée dans les rues, elle était Anna Sterling et bientôt mère. La boulangerie qu'elle avait ouverte dans le bourg voisin avait transformé les regards. D'abord boycottée, méprisée, elle avait tenu bon, alignant chaque matin des rangées de pain doré et de tartes aux pommes, défiant les chuchotements par le simple parfum du levain chaud. Les enfants venaient d'abord en cachette, puis les femmes, enfin les hommes. En moins d'1 an, son commerce était devenu le plus fréquenté du comté. Même Madame Brennan, l'épouse du riche propriétaire qui les avait humiliés au bal, s'y rendait désormais, incapable de résister à ses brioches. Jake, lui, avait accepté l'élection à la première législature du Wyoming, alors que l'État n'était encore qu'à ses débuts. Chaque semaine, il chevauchait jusqu'à la ville pour des réunions où l'on parlait d'avenir, de lois, de droits nouveaux. Le soir, il rentrait épuisé mais heureux de retrouver le foyer qu'Anna avait su façonner, malgré les tempêtes et les flammes. Un soir d'avril 1890, le ciel se para de couleurs de braise. Anna, assise près de la cheminée, raccommodait une chemise de Jake quand il entra, son chapeau encore couvert de poussière. « Ils veulent voter une loi sur le suffrage, dit-il, en s'asseyant lourdement. Le droit de vote pour les femmes. » Anna leva les yeux, stupéfaite. « Ici ? Dans ce pays d'hommes qui ne supportent pas qu'une étrangère leur serve le pain ?» Il sourit, fatigué mais convaincu. « Justement. Le Wyoming veut se faire une réputation différente. Ils savent que sans nouveauté, Washington n'acceptera jamais l'État. Certains de mes collègues rechignent, mais moi, je pense que c'est juste. » Anna laissa tomber son aiguille, émue. Tout en lui serrant la main, elle souffla. « Si ma mère avait eu ce droit en Pologne, peut-être que notre vie aurait été autre. » Jake la regarda, et une pensée fugitive le traversa. Si quelqu'un avait dit un jour que cette Polonaise, jadis domestique, inspirerait ses prises de parole politiques, il aurait éclaté de rire. Mais c'était vrai. Elle était son étoile. Ce printemps-là, la vie paraissait s'adoucir, presque paisible. Les ouvriers chantaient en réparant les clôtures, la prairie verdissait après les longues gelées, et dans la cuisine, l'odeur de cannelle annonçait qu'Anna avait encore préparé trop de tartes pour les voisins.
Mais sous cette tranquillité se cachaient des ombres. Certains notables du comté ne pardonnaient pas à Jake d'avoir épousé une étrangère. Le succès de la boulangerie, l'influence nouvelle de Jake à Cheyenne, tout cela éveillait jalousie et rancune. Un matin, alors qu'elle rangeait les sacs de farine, Anna trouva une enveloppe sous la porte du magasin. Pas de nom, juste une phrase tracée au charbon. Les flammes ne s'éteignent jamais. Son cœur se serra. Le souvenir de Chicago la frappa de plein fouet. Les cris, la chaleur, les murs en feu qui s'effondraient. Elle dut s'asseoir, tremblante, le papier froissé dans ses mains. Quand Jake découvrit le message le soir, sa mâchoire se contracta. « Ce n'est pas un hasard », dit-il sombrement. « Quelqu'un connaît ton passé. » Anna baissa les yeux vers son ventre rond. L'enfant bougeait, comme pour lui rappeler que l'avenir comptait plus que la peur. « Promets-moi, Jake, promets-moi que rien ne nous séparera. » Il posa sa main sur la sienne, grave. « Pas même le feu, Anna. Pas même la mort. » Cheyenne, capitale naissante du Wyoming, était un tourbillon de boue, de poussière et de promesses. Les rues résonnaient du bruit des sabots et du fer des diligences, les saloons débordaient d'hommes venus de tous les horizons, et les hôtels affichaient complets depuis que la législature territoriale s'était réunie. Jake, vêtu de son manteau sombre, traversa le hall du Capitole avec la démarche d'un homme décidé. Mais derrière son assurance, il sentait le poids d'un choix nouveau, défendre les droits de tous ou céder à la pression des puissants qui l'entouraient. Chaque soir, il écrivait à Anna. Ses lettres portaient encore la poussière du chemin. « Ma chère Anna, ici, les voix se lèvent et s'entrechoquent comme les vents d'une tempête. Certains rient à l'idée qu'une femme puisse voter, d'autres y voient l'avenir. Quand je parle, c'est ton image qui me guide, toi et l'enfant qui grandit en toi. Si je parviens à leur faire entendre raison, ce sera grâce à toi. » Pendant ce temps, au ranch, Anna affrontait seule le poids des jours. Le magasin ne désemplissait pas, et sa grossesse l'épuisait. Elle passait ses nuits à compter les pièces de cuivre, à se battre contre le sommeil pour préparer la pâte du lendemain. Les clientes s'adoucissaient peu à peu, mais les hommes du bourg restaient partagés. Certains lui serraient la main avec respect, d'autres détournaient le regard. Un soir, alors qu'elle refermait la boutique, 3 cavaliers apparurent dans la rue. Ils s'arrêtèrent devant la porte, sans descendre de selle. Leurs silhouettes se découpaient dans la lueur des lampes à huile. « Tu fais honte à ce comté », lança l'un d'eux. « Une étrangère qui croit pouvoir régner ici. » Anna sentit la peur glacer son dos. Elle posa instinctivement une main sur son ventre. « Rentrez chez vous, dit-elle calmement. Je n'ai rien à vous vendre ce soir. » Le deuxième cracha dans la poussière. « Tu devrais te rappeler ta place. » Un incendie efface les traces, mais pas les souvenirs. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils firent tourner leurs chevaux et disparurent dans la nuit. Elle ferma la porte à double tour, le cœur battant, et resta longtemps assise dans l'ombre, le billet menaçant toujours dans son tablier. Au ranch, les ouvriers commençaient aussi à murmurer. Certains respectaient Anna, impressionnés par son courage lors de la tornade. Mais d'autres, fidèles aux vieilles familles, fronçaient les sourcils en voyant la polonaise donner des ordres. Un soir, elle surprit 2 d'entre eux chuchotant près des écuries. Le patron n'est plus là pour veiller. La femme croit tout diriger. Attends qu'il revienne, elle redescendra vite de son nuage. Anna ne dit rien. Elle serra son châle autour d'elle et retourna dans la maison, l'estomac noué. Ce qui la tenait debout, c'étaient les lettres de Jake. Elle les relisait chaque soir, les doigts glissant sur son écriture ferme. Mais un matin, aucune enveloppe n'arriva. Puis un deuxième jour. Puis un troisième. À Cheyenne, Jake s'était en effet heurté à plus fort que lui. Des notables de tout l'Ouest l'avaient encerclé dans une taverne, verre à la main. « On sait qui est ta femme, Sterling. Une immigrée, une domestique. Tu veux voter des lois avec nous, mais tu ne peux pas laver ton propre linge. » Jake serra les poings, mais se contint. « Ma femme vaut plus que vos titres, dit-il froidement. Et si vous touchez à son nom, vous aurez affaire à moi. » Les rires fusèrent, mais derrière ces sourires se tramait une hostilité dangereuse. Jake comprit alors que sa bataille à Cheyenne ne se jouait pas seulement dans l'hémicycle, mais aussi dans les ruelles et les salons enfumés où l'on décidait de l'avenir en chuchotant. Au même instant, à Powder River, Anna montait seule la garde, la main posée sur un fusil chargé, guettant par la fenêtre les silhouettes dans la nuit.
Elle n'était plus seulement une épouse et une boulangère, elle devenait une sentinelle. La neige de fin d'avril fondait sur les toits, et les rivières gonflées emportaient les troncs comme des jouets. Anna, appuyée au rebord de la fenêtre, observait le ciel bas, son ventre alourdi presque à terme. Les nuits étaient devenues plus difficiles. Pas seulement à cause des douleurs qui la réveillaient, mais à cause de cette impression constante d'être surveillée. Un après-midi, alors qu'elle terminait de servir ses dernières brioches, la porte du magasin s'ouvrit. Un homme entra, raide comme un pieu, ses bottes couvertes de poussière, son manteau élimé par les voyages. Ses yeux clairs la transpercèrent aussitôt. Anna sentit ses jambes faiblir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Il ôta son chapeau, dévoilant des cheveux grisonnants, mal peignés. Anna Kowalski, vivante. « J'ai cru que tu avais brûlé avec eux, à Chicago. » Sa voix, rauque, résonna comme un coup de tonnerre dans le petit commerce silencieux. Elle s'accrocha au comptoir. « Samuel Nowak, je croyais que tu étais mort. » L'homme sourit amèrement. « Beaucoup ont cru. Le feu m'a laissé des cicatrices que tu ne vois pas, mais il m'a aussi laissé une mémoire. Et dans cette mémoire, il y a toi. Toi qui as fui sans un mot. » Anna blêmit. Les souvenirs refirent surface. L'incendie de Chicago en 1871, la nuit où elle avait perdu ses parents, sa sœur, tout ce qu'elle aimait. Elle n'était qu'une adolescente. Samuel, un voisin plus âgé, avait juré de la protéger. Mais il s'était perdu dans le chaos. « Je n'ai pas fui, Samuel, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai survécu. » Il s'approcha, ses mains calleuses posées sur le comptoir. « Et maintenant, te voilà mariée à un riche propriétaire américain, avec un enfant en route. Tu as changé de monde, Anna. Mais ton passé, lui, ne disparaît pas. » Ses yeux s'assombrirent. « Ceux qui ont mis le feu ce soir-là, je les ai retrouvés. Certains sont ici, dans ce comté. Et ils savent qui tu es. » Anna chancela. « Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir ?» Samuel la fixa longuement. « Parce que tu es en danger. Et parce que, qu'on le veuille ou non, ton passé et le mien sont liés. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la cloche de la porte tinta. Deux hommes entrèrent, clients habituels. Samuel baissa aussitôt son chapeau, se détourna et sortit sans un mot. Anna resta immobile, tremblante, son cœur cognant dans sa poitrine. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Quand Jake revint de Cheyenne 3 jours plus tard, elle l'attendait sur le porche, les yeux rougis. Elle lui raconta tout, de l'incendie de Chicago aux paroles de Samuel. Jake resta silencieux un moment, puis déclara. « Alors, ce n'est pas seulement moi qu'ils veulent atteindre. C'est toi. » Il posa ses mains larges sur ses épaules. « Écoute-moi, Anna. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qu'ils croient savoir. Ici, tu es ma femme, et personne ne te prendra ça. » Mais au fond de lui, Jake savait que la menace avait changé de nature. Ce n'était plus une querelle de notables, ni une affaire de commérage. C'était une guerre souterraine, une vengeance qui s'enracinait dans les cendres d'un passé lointain. Quelques jours plus tard, la preuve arriva. Au lever du jour, un ouvrier du ranch courut vers la maison. « Monsieur Sterling. » Quelqu'un a peint ça sur la grange. Jake et Anna accoururent. Sur les planches encore neuves, en grandes lettres noires, on lisait « Chicago brûlera encore ». Le soleil de mai s'élevait sur la vallée de Powder River, mais la lumière semblait plus dure, comme si elle révélait les fissures cachées sous la prospérité retrouvée. Jake, revenu de Cheyenne, ne goûtait plus vraiment au répit du foyer. Ses pensées étaient happées par les complots qui bruissaient autour de lui. À l'Assemblée, on ne parlait que du chemin de fer. La compagnie ferroviaire avait décidé de tracer une nouvelle ligne à travers les plaines. Les terres de plusieurs grands propriétaires allaient être rachetées, parfois de force, parfois au prix de manœuvres douteuses. Jake voyait clair dans leurs intentions. Derrière les beaux discours sur le progrès, se cachaient des vautours prêts à dépouiller les fermiers et à redistribuer les richesses selon leurs amitiés. Un soir, dans le bureau lambrissé d'un hôtel de Cheyenne, il fut convoqué par 3 figures du comté, le juge Morrison, le banquier Caldwell et Tom Brennan. L'air y était saturé de fumée de cigares. « Sterling, » dit Caldwell en croisant ses doigts potelés, « vous pourriez être un allié précieux. La ligne passera par vos terres. Vous seriez indemnisé grassement. De quoi assurer l'avenir de votre épouse et de l'enfant qui vient. » Jake comprit aussitôt. Ce n'était pas une offre,
mais un piège. « Mes terres ne sont pas à vendre, répondit-il sèchement. Le juge Morrison haussa un sourcil. Vous devriez réfléchir. La compagnie a des moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Et certains souvenirs, disons, compromettants, circulent déjà sur votre femme. Jake se leva brusquement, son regard de glace rivé sur eux. Si vous touchez à Anna, si vous prononcez encore son nom comme une menace, je jure que ni vos lois ni vos banques ne vous protégeront. Il claqua la porte derrière lui, laissant les 3 hommes dans la fumée et la colère. Pendant ce temps, au ranch, Anna sentait la tension monter. Les ouvriers recevaient des visites discrètes de recruteurs venus de la compagnie ferroviaire. Certains se laissaient séduire par les promesses d'un meilleur salaire. D'autres la regardaient désormais avec méfiance, comme si elle était la cause de leur malheur. Une nuit, alors qu'elle se levait pour boire, Anna aperçut une silhouette près de l'étable. Elle prit la lanterne et sortit, le cœur battant. Samuel Nowak se tenait là, son manteau serré contre lui. « Tu ne devrais pas rester ici », dit-il d'une voix basse. « Ils ne s'arrêteront pas. Ils veulent ton mari, mais c'est toi le maillon faible à leurs yeux. Que veux-tu dire ? Ils savent d'où tu viens. Ils savent qu'à Chicago, ton nom figurait sur la liste des familles étrangères accusées d'avoir déclenché l'incendie. » Anna sentit le sol se dérober. « C'est faux. Ma famille a été victime, pas coupable. » Samuel hocha lentement la tête. « Je sais. Mais crois-moi, ils se servent de cette rumeur pour te salir. C'est leur arme. » Anna recula, la lanterne tremblante dans sa main. « Pourquoi m'aides-tu, Samuel ?» Il détourna les yeux, la mâchoire serrée. « Parce que je te dois la vie. Et parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid. Anna sentit son cœur se contracter. Avant qu'elle ne trouve une réponse, Samuel disparut dans l'ombre. Le lendemain, Jake reçut une lettre officielle. La compagnie ferroviaire annonçait que la future ligne traverserait une partie de ses terres, qu'il le veuille ou non. On l'accusait déjà de faire obstruction au progrès. Et au bas du document, griffonné d'une autre main, un message l'attendait. « Renvoie ta femme, et tes champs resteront tiens. » Jake froissa le papier et le jeta au feu, mais il savait qu'il venait de franchir une ligne. Ce n'était plus seulement une guerre de rumeurs, c'était une guerre de territoire, et elle ne ferait aucun prisonnier. L'hiver fut rude cette année-là. La neige recouvrait les vallées du Wyoming d'un manteau lourd, étouffant les sons et ralentissant les pas. Le ranch Sterling tenait bon, ses granges remplies du foin récolté durant l'automne, ses bêtes protégées tant bien que mal des vents glacés. Mais au cœur de la maison, l'inquiétude grandissait jour après jour. Anna, le ventre rond, sentait la fatigue peser davantage à mesure que les semaines s'écoulaient. Elle, qui avait toujours été active, se voyait contrainte de déléguer. Émilie s'affairait dans la maison, Marie venait souvent l'aider, et même les anciens ennemis du couple, impressionnés par leur force et leur honnêteté, s'étaient proposés pour prêter main forte. Mais malgré cette solidarité, Anna restait tourmentée par une peur sourde, celle de ne pas survivre à l'accouchement. Jake, lui, tentait de cacher son angoisse derrière des gestes précis et des paroles rassurantes. Chaque soir, il s'asseyait auprès d'elle, lui prenant la main avec une tendresse farouche, lui promettant qu'il veillerait sur elle et sur leur enfant. Mais dès qu'il franchissait la porte de leur chambre, son visage se crispait. Trop d'hommes avaient perdu leur épouse en couche dans ces contrées éloignées, là où les médecins étaient rares et où la mort frappait sans prévenir. Le jour tant redouté arriva par une nuit glaciale, lorsque la lune s'élevait, pâle, au-dessus des montagnes. Les premières douleurs saisirent Anna, brutales, implacables. Émilie courut chercher la sage-femme du village voisin, mais la route enneigée ralentit sa progression. Pendant de longues heures, Anna lutta, le visage trempé de sueur, ses doigts agrippant les draps comme pour y enraciner sa vie. Jake, impuissant, restait à ses côtés. Chaque cri d'Anna lui transperçait la poitrine comme une balle. Il aurait donné tout l'or du monde pour apaiser sa souffrance. À plusieurs reprises, il faillit céder au désespoir, mais le regard brûlant de sa femme, mélange de douleur et de détermination, le ramena toujours à elle. « Reste avec moi, Jake, ne me laisse pas partir », murmura-t-elle à bout de souffle. Il serra sa main contre ses lèvres, le cœur brisé. « Tu ne partiras pas, Anna. Pas toi. Pas maintenant. Tu es ma vie. » Enfin, après des heures d'agonie, un cri perça l'air glacial de la maison. Un cri faible mais bien réel, celui de leur enfant. La sage-femme, haletante, plaça un petit garçon dans les bras tremblants d'Anna.
Mais la joie fut de courte durée. Anna, épuisée, pâlissait à vue d'œil, sa respiration se faisant de plus en plus laborieuse. Jake crut perdre pied. Il tomba à genoux près du lit, priant à haute voix, lui qui n'avait jamais été un homme d'église. Ces mots, bruts, écorchés, montèrent dans la chambre comme un appel désespéré. « Seigneur, prends tout ce que j'ai, mais laisse-moi ma femme. Ne me l'arrache pas, pas après tout ce que nous avons traversé. » Un silence lourd remplit la pièce, troublé seulement par les pleurs du nouveau-né. Puis Anna, dans un dernier sursaut de force, ouvrit les yeux et effleura la joue de Jake. Ses lèvres esquissèrent un sourire fragile. « Je suis là, encore là, pour toi, pour lui. » Ses paupières se fermèrent doucement, mais sa respiration reprit, régulière, apaisée. La vie ne l'avait pas quitté. Jake, bouleversé, serra son fils contre lui. Dans ses yeux brillaient des larmes qu'il ne chercha pas à cacher. Cette nuit-là, il comprit que le véritable courage n'était pas de tenir une arme ou de faire face aux ennemis, mais de rester debout face à la peur de perdre ce qui nous est le plus cher. Et dans ce ranch battu par les vents du Wyoming, une nouvelle lignée venait de s'inscrire, fragile encore, mais pleine de promesses. Le printemps revint, portant avec lui le renouveau et le parfum d'une terre fertile. Dans la maison Sterling, les cris d'un nourrisson résonnaient désormais, emplissant les couloirs d'une chaleur nouvelle. Jake, chaque matin, tenait son fils dans ses bras avec une fierté qu'il ne savait pas mettre en mots. Anna, encore fragile mais debout, retrouvait sa force jour après jour. Le bonheur semblait à portée de main. Pourtant, au-delà des pâturages verdoyants, l'ombre de vieilles querelles planait encore. Depuis plusieurs mois, Jake avait reçu des avertissements voilés. Certains propriétaires terriens, alliés aux spéculateurs du chemin de fer, voyaient d'un mauvais œil son indépendance et son influence croissante dans la région. Leur plan était simple, s'emparer de ces terres fertiles sous prétexte d'utilité publique. Mais derrière cette façade légale se cachait une avidité brute, prête à tout. Un soir, alors que Jake rentrait du village, il trouva Anna assise près de la cheminée, une lettre à la main. Son visage s'était durci. « C'est arrivé, dit-elle en lui tendant le papier. Ils veulent nous forcer à céder une partie du ranch pour le tracé de la nouvelle ligne. Et regarde la signature. » Jake prit la lettre. Son sang se glaça. Le sceau portait le nom d'un homme qu'il n'avait pas revu depuis Chicago, Elias Morton. Cet industriel, lié aux flammes qui avaient consumé le passé d'Anna, était désormais partenaire des spéculateurs ferroviaires. Le passé revenait, implacable. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Des hommes armés, payés par Morton, rôdaient autour du ranch, cherchant à intimider les ouvriers, effrayant les familles voisines. Mais la communauté, reconnaissante envers les Sterling, se rallia autour d'eux. Les ranchers, autrefois méfiants, apportèrent leur soutien, jurant qu'ils ne laisseraient pas des étrangers dicter leur avenir. Une assemblée fut convoquée à Cheyenne. Jake, en tant que représentant local, y prit la parole. Face aux notables du territoire, il exposa les faits avec une clarté implacable. Les menaces, les tentatives de corruption, les liens entre Morton et les spéculateurs. Sa voix portait la conviction de l'homme qui n'a rien à perdre sinon l'essentiel. Vous voulez bâtir une ligne de fer pour enrichir quelques hommes? Alors bâtissez-la ailleurs. Mais ne venez pas voler la terre de ceux qui l'ont arrosée de leur sueur et de leur sang. Ici, la justice ne doit pas être celle de l'argent, mais celle des pionniers qui ont construit ces plaines. Les débats furent houleux. Certains membres de l'Assemblée, déjà achetés, défendirent Morton avec véhémence. Mais une enquête indépendante fut ouverte, et bientôt, les preuves de ces manœuvres louches éclatèrent au grand jour. Pots de vin, incendies criminels, menaces. Tout cela ne put être dissimulé. Lorsque la nouvelle se répandit que Morton était directement impliqué dans l'incendie qui avait ravagé Chicago, le même qui avait failli ôter la vie à Anna, le scandale fut total. Jake n'eut pas besoin de lever une arme. Ce fut la vérité, nue et implacable, qui fit tomber son ennemi. Morton fut arrêté, ses associés ruinés. Pour les Sterling, c'était plus qu'une victoire politique, c'était une délivrance. Anna, en apprenant la chute de celui qui avait symbolisé tant de douleur, sentit un poids s'élever de ses épaules. Ce soir-là, dans la quiétude retrouvée de leur maison, Jake et Anna se tinrent debout sur le seuil, regardant leur terre s'étendre sous la lumière du crépuscule. « Nous avons payé le prix, murmura-t-elle, mais maintenant, c'est vraiment notre terre. » Jake passa un bras autour de ses épaules, son fils endormi dans l'autre. « Oui,
répondit-il doucement. Et c'est ici que commencera tout ce qui viendra après nous.